Quel enjeu de conclure cette session, surtout après mon cher ami Laurent Alexandre et Monsieur Munich, face à deux experts de cette carrure-là, ça va être un peu compliqué. Mais bon, je vais tenter de me lancer, mais je vais avoir besoin de vous pour cela. Je vais vous poser une question très simple et, mesdames, merci de ne pas vous offusquer de la question que je vais vous poser, mais qui a plus de 40 ans dans la salle? Eh bien, sachez qu'il y a un peu plus d'un siècle, statistiquement, nous serions majoritairement morts. En effet, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, l'expérience de vie ne dépassait pas 42 ans. Elle a doublé au 20e siècle grâce à la révolution scientifique et à la révolution technologique que vous connaissez parfaitement. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons aujourd'hui une révolution technologique du même ordre, voire beaucoup plus importante, qui est la révolution digitale. La révolution digitale qui se traduit par la révolution nanotechnologique, biotechnologique, des sciences de l'information et des sciences cognitives. Certains disent que cette révolution est équivalente à plusieurs Gutenberg simultanés. Et on voit que ces révolutions, ces derniers temps, touchent en particulier deux domaines. On en a largement parlé tout à l'heure, l'intelligence artificielle d'une part et les biotechnologies. Et il s'avère qu'à la convergence de ces deux domaines, eh bien, figure la question de l'évolution de notre propre espèce. Oui, qu'allons-nous devenir en tant qu'humains? D'autant que, on l'a vu, on en a largement discuté, notre espèce est en train probablement de changer de nature. Autrement dit, nous ne sommes probablement plus soumis aux lois de l'évolution, donc aux lois du hasard, mais nous avons probablement la première fois dans l'histoire de l'humanité la possibilité de choisir. C'est en quelque sorte l'avènement de l'ère, de la victoire, du choix sur le hasard. Et cette révolution, certains l'appellent la révolution transhumaniste. La première fois que ce terme est apparu, c'était probablement dans les années 90, on le doit à un monsieur, un philosophe, futurologue, un peu excentrique, anglais, un monsieur qui s'appelle Max More, qui a défini ce terme comme étant la possibilité d'élargir le potentiel humain sous toutes ses formes. Surmonter le vieillissement, augmenter notre corps, nos capacités cognitives, peut-être un jour nous amener sur d'autres planètes. Et ce monsieur a été suivi par un certain nombre d'acteurs, et certains illustres, et j'en citerai un, Freeman Dyson, qui dit que l'humanité est un magnifique commencement, mais probablement pas le dernier mot. Autrement dit, tout un programme. Alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas chercheur, je ne suis pas scientifique. En revanche, j'ai grenouillé, ces un peu moins de 10 dernières années, dans ces milieux, à différents endroits, particulièrement dans la Silicon Valley. La première fois que j'ai rencontré ces acteurs-là, ces gens qui m'ont littéralement stupéfait, c'était lors d'une conférence à TED, la conférence TED, où j'ai rencontré cette personne que vous voyez en haut à droite et pas à gauche, puisque la personne qui est à gauche est dans la salle aujourd'hui parmi nous. C'est Martine Rothblatt. Martine Rothblatt a changé de sexe, est devenue une femme, aujourd'hui a une compagne, et elle a décidé que sa compagne devait avoir un double robotisé, doté d'une intelligence artificielle, qui apprend au fur et à mesure les valeurs, les comportements de sa compagne, de sorte à ce que le jour où sa compagne disparaîtrait, elle pourrait continuer à vivre avec ce double artificiel. Le choc. Je ne vous cache pas que j'ai quand même été assez stupéfait en me demandant si ce n'était pas une blague. Et puis, de fil en aiguille, je me suis beaucoup intéressé à ce sujet. J'ai accueilli sur plusieurs de mes scènes des personnalités qui s'intéressaient à ces sujets, des experts. Laurent Alexandre à plusieurs reprises sur notre scène, et je peux témoigner ici qu'il a dit sur notre scène que parmi nous, dans notre génération, est né le premier homme qui pourrait vivre 1000 ans. Oui, 2012, à TEDx Paris,
Et puis d'autres acteurs, des auteurs de science-fiction, Alain Damasio qui contredisait cette philosophie. Et puis enfin, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, j'ai suivi cette formation à la Singularity University, un lieu dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, qui est pas vraiment une université au sens traditionnel du terme, mais plutôt un think tank qui forme les leaders de ce monde à utiliser les technologies exponentielles, les technologies NBIC, pour essayer de trouver des solutions aux grands défis de l'humanité à l'horizon d'une dizaine d'années. Le problème de la Singularity University, c'est que, tout d'abord, elle véhicule, d'abord et avant tout, cette philosophie transhumaniste. Je me souviens de soirées enflammées, de débats où j'essayais de contredire cette idée qui était portée par les différents professeurs de la Singularity University, que l'homme est un cyborg organique. Ça me paraissait complètement délirant. Et les seuls qui arrivaient à contredire ou tenter d'aller dans cette contradiction-là étaient des Français et des Européens. Les Américains et le reste du monde, finalement, restaient assez fascinés et ne contredisaient pas trop cette idée-là. Et puis, bien sûr, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'un de ses fondateurs, le fameux Ray Kurzweil, que vous connaissez certainement, qui est aussi directeur de recherche en intelligence artificielle chez Google. Mais le bonhomme a 68 ans, il passe ses journées entières à avaler des pilules, des antioxydants, des vitamines, des hormones anti-vieillissement, en espérant atteindre l'âge qui lui permettrait d'utiliser ces technologies, le point de singularité, de sorte à faire des bonds progressifs afin d'étendre radicalement son espérance de vie. Bon, il va sans dire que son image de transhumaniste commence à sérieusement poser problème à Google et à la Singularity University, mais il s'avère que cette philosophie et puis les projets qui en découlent fleurissent dans la Silicon Valley. Et Ray Kurzweil n'est pas le seul. Nous avons parlé tout à l'heure de Peter Thiel, le fondateur de PayPal, un des plus grands investisseurs de la Silicon Valley, qui s'intéresse particulièrement ces temps-ci au sujet du vieillissement. Il faut savoir que depuis cet été, Peter Thiel se fait transfuser du sang de jeunes hommes et de jeunes femmes pour pouvoir conserver sa jeunesse, en espérant étendre ainsi son espérance de vie. C'est très sérieux, hein ? Il y a même une start-up qui s'appelle Ambrosia, qui vend des transfusions pour 8 000 $ afin de conserver sa jeunesse. Alors ils mettent en avant un procédé qu'ils appellent la parabiose, qui, si certains d'entre vous le connaissent, j'imagine, n'est pas tout à fait précisément ce que promet cette start-up, mais ça fonctionne, ça marche. Alors, évidemment, ce ne sont pas les seuls acteurs. Le couple Zuckerberg a, il y a quelques mois, annoncé qu'ils investissaient 3 milliards de $ en 10 ans pour éradiquer toutes les maladies à l'horizon de la fin du siècle. La Silicon Valley est évidemment transhumaniste. Évidemment, le problème c'est qu'elle a énormément de moyens et énormément de pouvoir aujourd'hui. Mais cette étape qui consiste à essayer de soigner, de diminuer les maladies, n'est qu'une étape pour les transhumanistes. L'étape suivante, c'est l'augmentation. L'augmentation, dans un premier temps, par l'adjonction, l'ajout d'artefacts, d'éléments artificiels qui vont être capables de venir augmenter ce que nous sommes, notre corps, notre esprit. Et si vous pensez que c'est un fantasme, évidemment, nous sommes plus ou moins tous augmentés à une toute petite échelle. Aujourd'hui, l'exemple des lunettes, vous le connaissez bien, mais un autre exemple, votre smartphone est une extension de votre mémoire. Si dans la salle, je vous demande quel est le numéro de téléphone de votre compagnon ou de votre compagne, je pense que majoritairement, certains d'entre vous ne le connaissent pas par cœur parce qu'il est stocké dans votre smartphone. Et puis, il faut savoir qu'aujourd'hui, on vit dans une société où plus de 25% des plus de 65 ans possèdent une prothèse. Et je ne parle pas d'une paire de lunettes. Donc c'est un mouvement lent, mais un mouvement certain. Et si on se projette à l'horizon d'une trentaine d'années, et que l'on va voir ce qui se passe
ailleurs, pas forcément chez nous. On s'aperçoit par exemple qu'il y a des startups comme Umai. Umai, une startup australienne qui vise dans 30 ans d'être capable de transférer tout ou partie de votre mémoire dans une super intelligence artificielle. Kurzweil promet la même chose à l'horizon de 2035. Des connecteurs qui permettront directement, sans interface, sans smartphone, sans ordinateur, de se connecter à Internet de cerveau à machine et inversement, d'être capable non seulement de déployer notre propre mémoire, mais aussi d'accéder à de l'information directement sur Internet. Et cette étape qui passe par l'artefact, qui passe par l'objet qui nous augmente, encore une fois, n'est qu'une étape vers une ère encore beaucoup plus lointaine, que je ne me risquerai pas de dater évidemment, mais qui consisterait à nous augmenter, non pas par des machines, mais directement en utilisant les biotechnologies et en manipulant ce que nous sommes à l'intérieur même de notre ADN. Autrement dit, faire de l'eugénisme. On sait peu de choses sur ce que fait Google en la matière. On sait qu'ils ont investi plus d'1 milliard de dollars dans 23andMe, une de leurs filiales qui fait du séquençage du grand public. Pour 100 dollars, vous séquencez partiellement votre ADN grâce à 23andMe. Je l'ai expérimenté. Ils ont annoncé en 2014 qu'ils avaient déjà séquencé 1 million de personnes. À la vitesse où ils vont, il n'est pas impossible qu'ils en soient à 2 ou 3 millions de personnes séquencées. On ne sait pas trop. Une autre filiale de Google, Calico, qui est spécialisée dans les remèdes anti-vieillissement, totalement opaque. Nous ne savons pas ce qu'ils font. On sait qu'ils ont en revanche investi 1,4 milliard il y a quelques années dans cette entreprise. Donc beaucoup d'opacité, mais un investissement et un pouvoir certains dans le domaine. Et évidemment, il n'y a pas que la Silicon Valley. En Chine, la plus grosse start-up biotech, qui s'appelle eCarbonix, a pour vocation de séquencer plus de 100 millions d'individus. Leur objectif, c'est de cartographier les gènes, et en particulier les gènes de super-héros, c'est-à-dire des individus qui ont des caractéristiques des gènes qui leur permettent de résister à certaines maladies. D'après le fondateur d'eCarbonix, leur objectif est de révolutionner la médecine préventive. De là à imaginer qu'ils utilisent exactement les mêmes mécanismes de séquençage pour faire de la sélection d'embryons à des fins eugénistes, ce n'est pas une hypothèse complètement délirante. D'autant que l'on sait que cette année, les Chinois ont déjà commencé à tenter de modifier l'ADN humain au sein d'embryons. Ils n'y sont pas parvenus, mais ils ont tenté. Et pas très loin de chez nous. À Londres, un institut a obtenu en février 2016 l'autorisation d'effectuer le même type de recherche, modifier l'ADN d'embryons humains, à des fins de recherche, évidemment. Alors, on est encore très très loin, évidemment, d'être capable d'augmenter les êtres humains grâce à la modification de l'ADN. Pour combien de temps, je ne sais pas. Ce que je sais en revanche, c'est que lorsqu'on interroge les populations, et en l'occurrence un sondage est sorti aux États-Unis il y a quelque temps, sur l'éventualité d'une modification de l'ADN, eh bien on est assez surpris. C'est un sondage qui dit que près de 50% des Américains seraient prêts à modifier l'ADN de leurs enfants au stade embryonnaire pour leur éviter certaines maladies. Moi, je sais que j'ai une fille de 4 ans, eh bien je sais que je ferai tout pour qu'elle reste en bonne santé. Ces révolutions vont changer radicalement notre relation à la vie, à la mort, au temps, au sacré. Est-ce que nous sommes prêts à cela? Nous avons un retard immense en Europe. Aujourd'hui, ces technologies sont concentrées dans la Silicon Valley et en Chine. Nous avons un retard immense parce que nous avons sous-estimé l'impact de ces technologies. Parce que nous n'avons pas les politiques qui nous permettent véritablement de prendre en main l'enjeu qui est devant nous.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand vous écoutez les débats des candidats à l'élection présidentielle, aucun d'entre eux ne parle de ces sujets. Aucun. Le monde avance sans nous. Et pourtant, il y a probablement un certain nombre de choses à faire. La première des choses que nous avons à faire, c'est d'abord d'investir massivement sur ces sujets. Faire en sorte de faire émerger les entrepreneurs, les innovateurs, les chercheurs évidemment, les investisseurs, les mécènes, les François Ier, les Christophe Colomb du XXIe siècle, les Zuckerberg, les Bill Gates, les Elon Musk européens. Et puis, deuxième chose, il ne faut pas oublier que nous sommes la première génération, et notre descendance de même, qui sera capable de créer des golems, qui sera capable de générer des êtres artificiels, faits de machines, ou peut-être un jour de vivants. Et cela nous donne une responsabilité majeure. Et face à cela, nous avons un défi que nous sous-estimons, et pourtant, il n'y a pas si longtemps que ça, nous avons eu un défi que nous avons relevé. 1995, la question du climat, la question de l'environnement. Nous l'avons relevé comment? Nous avons créé une instance internationale et des conférences annuelles sur le sujet jusqu'à aboutir, et c'est un processus qui est permanent, cette année à un grand accord. Eh bien, de la même façon que ce que nous avons fait sur le climat, le prochain président de la République serait probablement bien inspiré d'initier la première grande conférence internationale sur le thème des NBIC qui rassemblerait les chercheurs, les entrepreneurs, les scientifiques, les mécènes, les politiques, les citoyens pour accompagner le plus grand défi qui est le nôtre depuis l'apparition de l'humanité. Je vous remercie. Merci beaucoup.